Je vous salue tous chaleureusement. Et en guise de captatio bene volentiae, je peux raconter, puisque Pierre-Yves Rougeron vient de dévoiler un secret terrible, à savoir que la Corse est au centre du monde, que j'ai relativement peu confiance dans le vol aérien. Ce qui fait que chaque fois que je prends l'avion, je l'annonce à Pierre-Yves, je lui dis « je suis dans l'avion » et il me répond « je pense fort à toi ». Et comme les dieux ne sont pas parfois souriants, avant de partir, je lui envoie mon dernier ouvrage, comme ça, au cas où l'avion s'écraserait, il y aurait un souvenir de moi et les étranges habitants de l'autre rive, puisque c'était le choix d'Achille et d'Alexandre et de Napoléon Bonaparte, le choix de la mort pour l'immortalité. Je prends donc l'avion en sachant que peut-être je n'arriverai jamais à Paris. Au moins mon livre, lui, était arrivé à destination. Donc, je suis ému, vous le voyez, par mes propres propos, et je suis ému parce que ici, la dernière fois, dans ce lieu magique, les bureaux de l'Action française, j'étais assis à cette place et j'écoutais Michel Maffezoli, qui est un esthète, un maître des mots, et quelqu'un qui sait que l'histoire est belle et tragique, et qui sait que les sociétés sont plus que fragiles, elles aussi. Et, conséquence de cette conférence, Michel Maffezoli et moi-même, nous avons eu la joie de ce qu'Aristote appelait la philia. C'est-à-dire, c'est un mot qui est traduit, et vous savez, Anne, tu le sais, les mots grecs sont intraduisibles, ce sont des constellations de signification et parfois des oppositions de contraires. Et la philia est traduite par le mot amitié, un mot qui me semble faible. Or, la philia, c'est la joie de la conversation entre des êtres qui appartiennent au même monde et qui savent que ce monde est condamné à ne plus être. Mais c'est aussi non seulement ce qui permet dans l'équilibre des contraires, quand la philia s'oppose à la haine, l'équilibre subtil d'un cosmos, c'est-à-dire de l'arrangement, ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Et dans cette conversation avec Michel Maffezoli, que je me permets d'imaginer qu'il y avait ce qui, pour Aristote, était le fondement même d'une civilisation, d'une cité. La cité n'existe que parce qu'il y a, dans cette association d'êtres qui ont fait le même choix, il y a cette joie de la rencontre par la parole. Et le résultat de cette conversation, à la rue Vaugirard, devant des livres étranges et beaux, dans une bibliothèque que Borges aurait aimée, on a évoqué ce qui peut-être est au cœur de ma petite intervention, si vous le permettez, c'est-à-dire la dialectique, arme de guerre. Et il m'a fait comprendre que je n'avais pas eu tort pendant des années de penser que la dialectique marxiste était une faiblesse de l'intelligence, une absurdité de la pensée, une facilité médiocre. Puisque pour Héraclite, on a parlé, n'est-ce pas, monsieur, il y a 2 secondes, l'harmonie, harmonia en grec, c'est l'alliance des contraires. C'est-à-dire que cette harmonie, cette alliance des contraires qui fait que les choses sont ce qu'elles sont, se suffit à elle-même. Et que la synthèse n'a aucune raison d'être. C'est ce dont j'avais parlé il y a quelque temps, la semaine dernière, dans un lieu magique à l'Institut Iliade, à propos de la rencontre impossible de 2 visions du monde, la philosophie et la religion, Athènes et Jérusalem.
Et je me suis dit que finalement, Platon pourrait être l'illustration de la chose que j'ai dite il y a quelques jours, à savoir que Platon est présenté par les pères de l'Église comme quelqu'un qui annonce le christianisme, la question de l'âme, par exemple. Or, il suffit de relire, vous l'avez sans doute fait, le paradoxe, de reprendre le paradoxe du Ménon. Vous savez, lorsque Ménon, un des terribles qui affrontent Socrate et donc Platon, prétend qu'il ne sert à rien de chercher la vérité, puisque si on l'a, c'est pas la peine de la chercher. Et si on ne l'a pas, on ne la reconnaîtra jamais. Vous imaginez? Et devant un tel discours terrassant, je reprends le titre de Protagoras ou de Gorgias, les discours terrassants, quelqu'un qui n'est pas maître de l'arme de guerre absolue, c'est-à-dire la dialectique, s'avouerait vaincu. Socrate, c'est un de mes jeux préférés, le plus grand des sophistes, va terrasser à son tour, mais non, en lui répondant à ce paradoxe, en répondant par la question de l'âme. Si l'âme est immortelle, soma sema, le corps est une prison pour l'âme, si l'âme est immortelle, et qu'il y aurait donc ce qu'on est convenu d'appeler la métampsychose, n'est-ce pas? N'oubliez jamais que la République se termine par le mythe d'Air le Pamphilien. N'oubliez pas ce conte, il peut nous sauver. Platon qui a chassé les poètes est le plus grand des poètes. Platon qui combat les sophistes est le plus grand des sophistes. Platon qui me fait rêver, par l'intermédiaire de Socrate, suppose l'âme immortelle, alors que c'est une simple hypothèse philosophique pour répondre aux terribles sophistes. Et donc, l'âme immortelle n'a rien à voir avec quelque chose qui serait de l'ordre de la religion. C'est tout simplement une réponse de guerre. Et il fait venir à lui un esclave qui est totalement inculte et le guidant comme le meilleur des maîtres, lui fait découvrir les lois subtiles de la géométrie, qui est la science grecque par excellence, puisqu'elle permet de saisir les distances entre les choses et de comprendre donc les choses. N'oubliez pas que l'intelligence, c'est intelligere en latin, faire des relations entre une chose et une autre. Et évidemment, l'esclave, conduit par le subtil Socrate, Socrate le sorcier, comme dit Grimaldi, un Corse que je connais, Socrate le sorcier conduit l'esclave à découvrir les lois de la géométrie que je vous ai dites et démontre donc que l'âme est immortelle et que apprendre, c'est se souvenir, comme c'est beau. Donc, voilà. Mon titre, c'est Platon le philosophe roi pour lire l'extrême contemporain. Mon idée, c'est que par les Grecs, il est possible de se déplacer sur l'échiquier de l'extrême contemporain. Michel Maffezoli lui parlait de la postmodernité. Moi, j'ai inventé l'extrême contemporain. Vous savez, les mots permettent d'arracher du sens au réel. Je pourrais vous le démontrer, mais vous allez feuilleter peut-être certains d'entre vous ces pages que j'ai écrites la nuit, car je déteste le jour. À chaque instant, je côtoie Platon dans les arcanes du présent, ou plus exactement dans un contemporain qui est en devenir. La preuve, nos contemporains
ne sont-ils pas les prisonniers de la caverne? Certes, comme quelqu'un que vous connaissez, qui a terminé un Sisyphe en disant qu'on peut imaginer Sisyphe heureux, je pourrais moi aussi imaginer mes prisonniers de la caverne heureux. Quel bonheur de ne pas se poser de questions. Comme je les envie. Ils prennent les ombres pour des opinions et pour le réel, alors qu'il y a un personnage qui s'est détaché, un pénible personnage, qui lui aussi est passé par 3 étapes. Nous sommes dans le monde des Indo-Européens, qui repèrent des marionnettes, qui se déplacent sur un mur étrange, et derrière, en arrière-plan, ceux qui permettent l'apprentissage. Ce sont des mathématiciens. En grec, c'est l'apprentissage. Et en arrière-plan, le soleil des idées. Et à la manière d'un Zarathustra de Nietzsche, il contemple le soleil des idées. Vous savez, que sont les idées de Platon? C'est ce qui permet aux choses d'être ce qu'elles sont. Cette table est le fantôme de l'idée de la table. Et la table qui est peinte est fantôme d'un fantôme. Et ce personnage, comme un certain Zarathustra, redescend et va torturer les prisonniers de la caverne pour leur dire que ce qu'ils voient ne sont que des ombres, etc., etc. Et puis je pourrais vous parler aussi, pourquoi pas, puisque même si je suis fasciné par la belle Antigone, je considère que le véritable personnage héroïque, c'est Créon, parce que lui se bat pour l'unité de la cité, et que Antigone pourrait appartenir au parti du LFI. Hein? J'exagère, je sais. Mais il est plus difficile, le choix de Créon est plus difficile que le choix d'Antigone, même si je comprends que les lois non écrites sont belles. Mais que fait Socrate, à l'inverse d'Antigone? Il refuse de s'enfuir, parce qu'il respecte les lois de la cité, n'est-ce pas? Et il offre un coq à Asclépios. Vous savez, ce sont les dernières phrases du Phédon. Donnez un coq à Asclépios, payez la dette et n'oubliez pas. C'est un des grands mystères de la philosophie. Et c'est Dumézil qui l'a exploré. Dans Le Moine en gris de Varenne. Merci, jeune homme. On donnait un coq à Asclépios lorsqu'on était guéri d'une maladie. Et le pâle Lamartine a cru, et vous voyez que je retombe sur mes pattes, puisqu'il s'agit là encore du christianisme, Platon mal interprété. Pour Lamartine et Wilamowitz et quelques autres, Socrate remercie Asclépios de l'avoir sauvé et de l'avoir guéri, de la vie, et qui donc, dans l'autre vie, trouvera l'essence des choses. Mais quelle erreur incroyable que même Nietzsche a faite. Et le seul, c'est Dumézil, qui lui sait ce qu'est un grec. Un grec est un amant de la vie. Et il sait qu'avant, il n'y a rien. Et qu'après, il n'y a pas grand-chose. Donc, rappelez-vous Achille qui dit à Ulysse, « J'aurais préféré être un simple métayer, mais vivre à la lumière du jour, et non pas ici être un roi d'un peuple d'ombre. » Et en réalité, donc, Socrate remercie Asclépios de l'avoir sauvé, guéri de quelque chose, pas de la vie, d'une erreur politique. C'est-à-dire que s'il avait fui, comme cela avait été organisé par tous ses disciples, et il aurait trahi tout ce qui avait été l'essentiel de sa vie, c'est-à-dire de vivre dans un espace politique. N'oublie jamais qu'un grec n'est libre que si sa cité l'est. Dans ces conditions, vous comprenez pourquoi le terrible Thucydide
a écrit La guerre du Péloponnèse, parce qu'une cité n'a qu'un seul choix à faire, être maîtresse, être une puissance de proie ou être soumise. Ne pensez-vous pas qu'on a un peu oublié cela aujourd'hui dans l'Europe aux anciens parapets? En guise de prolégomène, donc, et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Platon, vous le voyez, nous le côtoyons, et il nous indique sur l'échiquier étrange en plusieurs dimensions quelles pourraient être nos routes. Et donc, avec toi, Anne, on est tombé sur un livre incroyable, puisque Anne, qui est ici, Sokolovska, a traduit les textes grecs qui sont intraduisibles. On est tombé sur une collection magnifique aux belles lettres. Je n'ai pour l'instant que les 5 premiers volumes, mais il y en a 12, ils vont tous sortir. Je suis allé aux belles lettres tout à l'heure, où j'ai acheté mon livre parce que je ne l'ai pas reçu. Et je leur ai demandé, en rouspétant un petit peu, pourquoi les autres tomes n'étaient pas encore sortis. Ils m'ont dit, calmez-vous, ils vont sortir. Mais parmi ces livres, il y en avait un Platon. Ce sont tous les cours de philologie de Nietzsche. C'est incroyable, comme Nietzsche est beau. Et il commence son cours, c'est ce que je voulais faire, mais à cause du titre que je vous ai proposé, je suis parti dans des chemins de traverse, comme je le fais chaque fois. J'aime les voies obliques, j'aime l'antibassier, dont parlait Héraclite, c'est-à-dire l'approche ambiguë. J'aime les dialectiques des dialectiques. Et puis Michel Maffezoli, qui m'a fait une si belle préface, je voulais lui faire un hommage chaleureux. Il n'y a pas de tableau, sinon j'aurais fait comme Nietzsche. Plato, amicus sed. 3 points. Vous êtes tous capables de... Vous avez fait du latin, vous comprenez que cette phrase est magique parce qu'il y a un équilibre, quelque chose de fantomatique en arrière-plan. Platon, ami, mais. Platon est un ami. Moi, j'ai toujours aimé, grâce à mon père, on faisait, quand on traduisait du grec et du latin, on faisait du mot à mot. Platon, ami, mais. Platon est mon ami. Platon, mes chers, mais 3 points. Une calligraphie. En guise de prolégomène de Nietzsche à son cours de philologie classique en 1871-1872. Cette calligraphie dit beaucoup. Parce que figurez-vous, Platon a fasciné Nietzsche pendant toute sa vie. Il en a fait son plus grand adversaire. Incroyable. Et il dit lui-même, vous permettez, peut-être ce vieux Platon est-il vraiment mon grand adversaire, mais comme je suis fier d'avoir un tel adversaire. Et là, il y a une dialectique. Héraclite, les sophistes et le divin Platon. Ce dont on parlait tout à l'heure. Et les œuvres de Nietzsche portent la trace de cette lutte essentielle, une lutte absolue. Et j'ai noté ici quelques phrases que je vous propose de Nietzsche. Je suis le disciple d'époques plus anciennes, notamment de l'Antiquité grecque, et que c'est seulement dans cette mesure que j'ai pu faire sur moi-même, comme fils du temps présent, des découvertes aussi inactuelles. Cela, ma profession de philologue classique, me donne le droit de le dire, car je ne sais quel sens la philologie classique pourrait avoir aujourd'hui, sinon celui d'exercer une influence inactuelle, c'est-à-dire d'agir contre le temps, donc sur le temps, et espérons-le, au bénéfice d'un temps à venir. Aujourd'hui, tous ces êtres
qui vous parle d'actualité. Les choses qui ne sont en acte, ce n'est que l'écume des choses. Elles ne sont déjà plus au moment même où elles sont. Alors que l'extrême contemporain dont je vous parle et la postmodernité de Michel Maffezoli, là, c'est le devenir d'Héraclite. Platon, dit-il, a toujours été considéré avec raison comme le véritable guide philosophique de la jeunesse. Il donne l'image paradoxale d'une nature philosophique débordante. Il y a Dionysos, le dieu qui tue avec le sourire, également capable de visions d'ensemble grandioses et fulgurantes, et du travail dialectique du concept. L'image de cette nature débordante enflamme le désir de philosopher. Elle éveille assurément le Thomazein. Vous savez, c'est l'étonnement, n'est-ce pas Thomas? Le pathos proprement philosophique. La théorie des idées est quelque chose de très étonnant, une préparation inestimable à l'idéalisme kantien. C'est magnifique. Vous lisez Nietzsche, c'est un poète. Vous lisez d'autres philosophes qui pataugent dans le contemporain aujourd'hui. Vous ne rêvez plus. Apparaît donc chez Nietzsche un Platon révolutionnaire de la plus radicale espèce. Depuis Platon, le philosophe est en exil et conspire contre sa patrie. Et pourtant, Platon apparaît chez Nietzsche, incroyable. Et vous comprenez pourquoi la dialectique est au cœur de mes propos. De la génération de la peste. Et il se réfugie, et là je suis d'accord, chez Thucydide. Qu'est-ce que j'aime chez Thucydide? Qu'est-ce qui fait que je l'honore plus que Platon? S'épanouit en lui le penseur homme, la dernière et somptueuse floraison de cette culture de la plus libre connaissance du monde, qui eut en Sophocle, son poète, en Périclès, son homme d'État, en Hippocrate, son médecin, en Démocrite, son expert, science de la nature, cette culture qui mérite d'être baptisée du nom de ses maîtres, les sophistes. Ma régénération, ma prédilection, mon traitement contre tout platonisme fut de tout temps Thucydide. Thucydide et peut-être le prince de Machiavel sont au plus haut point en affinité avec moi-même par la volonté inconditionnée de ne s'illusionner en rien et de voir la raison dans la réalité, non pas dans la raison, encore moins dans la morale. En lui, la culture des sophistes, je veux dire la culture des réalistes. Je vais plus loin. La philosophie grecque, la décadence de l'instinct grec. Platon, je saute, parce que je ne veux pas vous torturer. Platon, c'est un lâche devant la réalité. Il se réfugie dans l'idéal. Thucydide est maître de soi. Il maîtrise donc aussi les choses. Et vous imaginez mon effarement, mon étonnement, puisque comme je disais l'autre jour, j'ai un peu donné ma vie à Thucydide, n'est-ce pas, Alexandre? J'ai fait 3 Thucydides et Pierre-Yves, qui a disparu, va publier mon 4e dans pas longtemps, en septembre, si mon avion atterrit. Quoique non, il va le publier quand même si l'avion n'atterrit pas. Voilà. Donc, revenons, rien de tel, puisque nous sommes des voyageurs imprudents dans le labyrinthe, c'est-à-dire dans le palais de la double H. Revenons au point de départ. Évitons le Minotaure. L'expression, oui, je n'ai pas perdu mon fil, même si j'ai plus de mémoire. L'expression Plato, amicus, cède. 3 points. Platon, mon ami, mais
cette phrase, cette calligraphie, parce qu'il a écrit ça au tableau, devant des étudiants inquiets. Cette phrase, cette calligraphie, ces mots ont pour fonction, en ouverture du cours, de laisser en apparence la part belle à un Platon qu'on traite en ami. L'opposition est annoncée par le cède. Vous savez, il n'y a rien de pire. J'aime ton livre, mais beau. Et c'est fini. L'opposition est annoncée par cède. La langue française, issue du latin et du grec, a des vertus terribles. Mais elle est malgré tout suspendue. Et Nietzsche fait semblant d'être neutre et objectif. Il s'adresse à ceux qui vont peut-être lire Platon. Et il estime nécessaire de les préparer. Première signification du silence. Ce n'est pas encore le temps des critiques. Mais les critiques se profilent déjà, grâce au cède. Il se retient dans ses critiques. Second effet du silence, et ce silence n'est pas un véritable, c'est une aposiopèse, comme c'est beau. Des mots, on dirait presque des mots pour des diafoirus ou des médecins dangereux qui inventent les maladies qui nous torturent. Il y a un médecin dans la salle, il sait de quoi je parle. Une aposiopèse. Rassurez-vous, ce n'est pas une maladie, mais c'est une interruption d'une phrase connue. On ne peut pas ne pas entendre la suite qui est pourtant tue. Parce que la phrase, vous la connaissez peut-être, Plato amicus sed, et la suite c'est magis amica veritas. Je vous la traduis, j'ose la traduire. Platon est mon ami, mais la vérité est une amie plus grande. Dire la phrase telle qu'elle, cela aurait été platonicien. La suspendre en indiquant fantomatiquement le reste que ces étudiants qui faisaient à l'époque ce qu'il était convenu d'appeler, n'est-ce pas, Jeanne, des humanités, ces étudiants savaient la suite, et Nietzsche, évidemment, évoquait de cette manière-là une autre vérité, la sienne. Apparaît donc la joute essentielle, une idée non platonicienne de la vérité. Et il faut se méfier des silences de Nietzsche. J'ai pris cette phrase, si vous le permettez, dans l'introduction au livre des belles lettres que je vous ai indiqué. Il faut se méfier des silences de Nietzsche. Et alors, comme par la magie des correspondances à la Swedenborg, je me suis rappelé une phrase que m'avait dite mon père quand, justement, j'étais en train de me battre avec Thucydide. Et j'avais demandé à mon père de me traduire Thucydide. Mon père qui avait traduit Héraclite, Empédocle, Parménide et quelques autres joyeux drilles, a refusé. Il m'a dit, Olivier, Thucydide ne se traduit pas. Et il m'a dit, ce qu'il y a de plus difficile à traduire, ce sont les silences de Thucydide. Et avant de prendre l'avion, mon ami Jean Bouquin est monté me saluer parce qu'il faut s'occuper de mes chats. Et je lui ai dit, il m'a dit, qu'est-ce que tu vas dire encore comme bêtise? Et je lui ai dit que j'allais parler des silences de Nietzsche et des silences de Thucydide. Alors il m'a dit, est-ce que tu auras le courage de dire ce que je vais te dire? J'ai dit, écoute, on verra. Donc, si vous le permettez, voici ce que m'a dit mon ami très cher Jean Bouquin, une citation dont je vais vous laisser deviner l'auteur.
Quand vous dites le texte, vous êtes merveilleux, mais c'est dans les silences que vous êtes admirable. Et Lucien Guitry répond à ceux qui l'écoutaient, c'est parce que les silences sont de moi. N'est-ce pas beau? Il ne me resterait plus qu'à me taire. Mais vous ne serez pas content. Et quelqu'un ici m'a dit qu'il était prêt à me jeter des tomates. Donc je ne me tais pas, même si, oulala, je suis à la page 2. Je vais accélérer. Donc, vous le voyez, il est question de vérité, de double vérité, de double dialectique, d'approche ambiguë, qui est donc Platon. Vous savez, il y a des noms qui attirent magnétiquement. Homère, Alexandre, Virgile, Dante, Napoléon Bonaparte. Bonaparte était maître de la guerre parce qu'il était poète de l'action. Alexandre, maître de guerre parce que philosophe en armes. Napoléon Bonaparte, on en parlait tout à l'heure, et j'ai publié un petit Napoléon aux éditions de Bernard Giovannangeli, qui est ici présent, et de l'artilleur. Napoléon Bonaparte, qui était à la hauteur de Chateaubriand, et Chateaubriand le savait, et surtout de Balzac. Platon est de cela. C'est-à-dire que, curieusement, regardez, observez, tous ces gens sont maîtres des mots, maîtres de l'action. Et Platon, n'oubliez jamais que l'Académie n'est pas une école de philosophie, c'est une école de guerre. Car Platon est le plus terrible et le plus radical philosophe antidémocratique que le monde ait connu. J'aime la démocratie athénienne, j'aime moins les démagogues d'aujourd'hui. Platon est un génie, c'est un seigneur de la philosophie. Il pense, il parle et il argumente en ayant conscience d'être le maître des mots. Et il a absorbé son siècle. Et c'est de lui que procède en Occident toute pensée vivante, à mon avis. C'est lui qui a ouvert les chemins les plus difficiles, les plus abrupts. Je pense à Dante aussi, n'est-ce pas? Descente dans l'enfer, Camino Alto. Il affronte les prestiges de la nuit, en prestige dans son sens étymologique. L'élan vers la lumière, c'est une conquête permanente. Et on lui doit nos croyances, nos doutes, nos inquiétudes. Selon, j'arrive jamais, excusez-moi, c'est presque le nom d'un footballeur allemand qui a été terrible. C'est un grand philosophe, cependant, il s'appelle... Merci. Qui l'a dit? Vous arrivez... Schleiermacher. Vous dites? Merci. C'est des noms imprononçables. Vous comprenez pourquoi mes chats sont angoissés quand je leur parle dans une langue allemande inventée par moi. En fait, oui, et par les Français à lui-même. Exactement, c'est magnifique, merci. Donc, Schleiermacher, selon lui, toute l'histoire de la philosophie se résume à des notes de bas de page en bas d'un texte de Platon. Avec Platon, tout culmine. Franchement, tout culmine. Mais savoir qui est Platon est malaisé. Alors, j'ai ici toute une série de Platon. Un Platon pythagoricien, bien sûr. Mais s'il cite les Orphiques, ces allusions aux enseignements que recevaient les initiés de l'Usis sont discrètes,
car il était interdit de révéler les mystères. Mais il n'invente rien. Sa métaphysique est l'écho des théories de ce qu'il appelle les théologiens, les savants de la divinité. Un Platon épigone des traditions les plus anciennes. Platon est un érudit surprenant, un héritier de ses devanciers. Il est nourri de la plus haute pensée antérieure, riche de l'enseignement de ses contemporains, de ses conversations avec, vous savez, quand il se promène au bord de l'Ilissos, hein, que l'herbe est tendre pour des jeux de jeunes filles, et que Socrate trempe son pied dans l'eau qui est bien fraîche. Quelle belle époque. Eh bien, il est nourri de ces conversations avec ses disciples, les disputationes, hein, les échanges dans l'académie, qui était un lieu de guerre, je vous le dis, parce qu'il fallait venger la mort de Socrate. Eh bien, il emprunte. C'est la mimésis, non pas dans le sens, vous savez, ce n'est pas la mimésis au sens aristotélicien, c'est la mimésis dans le sens où on citait de mémoire. N'oubliez jamais que dans le Platon condamnait l'écriture, hein, vous le savez bien sûr, car l'écriture tue la mémoire véritable, le texte n'est plus vivant. Seul l'inventeur sait emprunter. Et il dit alors l'infinie complexité, les constructions mentales de nos certitudes, l'évolution perpétuelle de toute chose, et paradoxalement l'immuabilité des lois de la nature, le vrai, inséparable du beau. Et donc une approche ambiguë, comme je disais tout à l'heure, une connaissance intérieure liée au mystère, au culte initiatique. Ainsi, écoutez, j'ai trouvé ça par le plus grand des hasards, en ouvrant toujours, on tombe toujours sur des merveilles quand on se laisse porter par ce que Breton appelait le hasard objectif. Parce qu'on devait rencontrer cette chose. Écoutez, j'ai évoqué la traversée symbolique d'un fleuve, le passage des eaux, un clin d'œil à René Char, dont on parlait tout à l'heure, d'une rive à l'autre, pour une traversée dialectique qui est suggérée par l'étranger des lois, pour affirmer l'immortalité des âmes. Et écoutez cette phrase, je vous la donne, elle est magnifique. Nous, étant en quelque sorte attachés à une corde sûre, engageons-nous dans le courant que représente la présente discussion. Vous savez, j'avais une fois essayé de lire le Parménide de Platon, bien sûr. C'était il y a longtemps. Et au bout, je crois, du deuxième et du troisième argument, j'ai été perdu, comprenant plus rien. Et mon père m'avait offert ensuite, bien plus tard, parce que je lui avais évoqué cette compréhension, mais ne t'en fais pas, Olivier, et il m'a offert pour la Noël le Parménide de Platon par Heidegger. C'est encore plus que... Mais ce qui m'avait rassuré, c'est que Heidegger disait qu'il n'avait rien compris lui non plus. Heureux et fier comme un bar-tabac, je me suis rendu compte tout simplement que c'était lié à ce que Léo-Strauss appelait un art d'écrire oublié. Au combat absolu entre l'écrit et l'oral. Parce que tout ce que nous avons de Platon, c'est fait pour des êtres faibles d'esprit, comme moi, et comme d'autres, peut-être. Parce que c'est écrit. Seuls les initiés dans l'académie pouvaient suivre Platon, qui se déplaçait dans le jardin d'Académos. Et ces gens-là étaient capables de comprendre les plus hautes pensées de Platon. Et le Parménide est sans doute, c'est la thèse de Heidegger, la retranscription peut-être exacte de ce qu'était un cours
l'Académie. Et là, il y a de quoi être déprimé, mais on se sent tout petit. Quand je vous dis que Platon est un seigneur de la philosophie, c'est un seigneur de la philosophie. Moi, je dis toujours, c'est pas, il y a les Grecs et les autres. J'ai une admiration sans borne pour les Grecs. Je dis toujours à Pierre-Yves que je déteste voyager dans l'espace, mais j'aimerais bien voyager dans le temps et me trouver quelque part derrière le platane dans le jardin de l'Académie et regarder Platon et Aristote, l'élégant Aristote, le maître de ceux qui savent, comme disait Platon. Bref, je vous répète quand même cette phrase, nous étant en quelque sorte attachés à une corde sûre, engageons-nous dans le courant que représente la présente discussion. Vous imaginez? C'est le fameux effet Fanaille. Il dit qu'il avait dit qu'il avait dit. C'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas si vous avez lu, ça y est, j'ai encore oublié son nom. Qui a écrit Ulysses? Joyce. Merci, voilà, j'ai trouvé en même temps. Mais dans Joyce, vous avez constamment style indirect double. Joyce est un lecteur de Platon, c'est évident. Et il y a encore des êtres capables d'écrire. C'est rassurant. Les civilisations sont mortelles, mais on n'est pas encore tout à fait mort. La preuve, il y a le cercle Aristote de Pierre-Yves. Et puis on pense bien sûr à l'Ilissos dans le Phèdre, et le fleuve Amélès dans la République, et aux 4 fleuves de l'Hadès dans le Phédon. Un Platon, méprisant les charmes de la vie, les voluptés de l'éros, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, l'amour platonique. Vous y croyez, vous, l'amour platonique? C'est une invention des pères de l'Église, et c'est grâce à cette erreur que Platon est arrivé jusqu'à nous. Mais il suffit de croiser quelque part l'énigmatique sorcière de Mantinet, la belle Diotima, qui était la maîtresse de l'art de l'éros de Socrate, et qu'on trouve dans le Phèdre et dans le banquet. L'androgyne. Et rappelez-vous, avec Socrate, on suit l'Ilissos, on cherche un endroit paisible où s'asseoir. Ce sera agréable en cette saison et à cette heure du jour, alors que les cigales émettent ce son qu'en Corse on connaît bien, n'est-ce pas? Stridule, c'est ça. Terrible. Et quand elles s'arrêtent, on se rend compte qu'elles étaient là. Non loin du haut platane qui étend largement ses branches, là où il y a de l'ombre et un peu d'air et de l'herbe pour s'étendre, ce ruisseau a bien du charme, ses eaux sont pures et limpides, ses rives sont faites pour que des jeunes filles viennent y jouer. Et il y a ce gâtillier qui est grand et dont l'ombre est merveilleuse, il est en pleine floraison et il embaume. La source est délicieuse, son eau est fraîche. Disait Platon, c'est incroyable. Et dans le banquet, évidemment, Diotima, qui fait que Socrate est un maître dans l'art de l'éros. Il est savant en amour. Il n'est aucune science qui l'ait cultivé davantage. D'ailleurs, lorsque Platon parle d'un couple, il dit qu'ils sont 3. L'Éraste, les Romaines et Eros. C'est absolument magnifique. L'amour platonique, je ne comprends pas. Pour Platon, c'est la beauté des corps féminins ou la beauté des corps masculins qui conduit à la révélation bouleversante du beau par un cheminement initiatique, s'élevant par des degrés successifs jusqu'à la révélation, comme je vous l'ai dit, bouleversante de la beauté en tant que telle, de l'idée. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que les choses ne sont que parce que j'en ai des idées. C'est ce que j'ai dit hier. Non.
Pourtant, j'avais promis de le dire. L'éros métaphysique de Claude Calame. Et puis le mythe de l'androgyne, mise en scène par Aristophane, qui est l'ennemi absolu de Socrate et de Platon. N'oubliez pas. Quelle ruse incroyable! Platon met dans la bouche d'Aristophane le mythe le plus beau qui fut et qui soit. Le mythe de l'androgyne. Une créature qui est double, masculine et féminine, séparation, et les deux parties ne rêvent que d'une chose, c'est de se retrouver. Lorsqu'elles se retrouvent, ensuite, il y a une tristesse infinie. The Paradise Lost. Un Platon, merveilleux rêveur, est là, de la même manière que dans mon Alexandre, j'avais évoqué un Rembrandt incroyable. Pour mon Platon, j'ai fait de même, j'ai trouvé un autre Rembrandt dont je vous parle, le philosophe en contemplation. Est-ce que Platon serait bien le poète de la philosophie? Rembrandt est un sciagraphe, celui qui écrit ce qu'il y a les ombres. C'est le magicien de l'ombre. Le peintre capable, par la profondeur qui s'est donnée aux choses et aux êtres, de suggérer l'invisible. À la manière de Parasios d'Athènes, dont parle Pascal Quignard dans Le sexe et l'effroi. Vous savez, qui avait voulu, pour essayer d'inscrire sur un visage la terreur absolue devant la mort, qui fait torturer un esclave devant lui, et l'esclave, en latin, parce que c'est raconté par la suite par un poète latin, dit à Parasios, je meurs. Et Parasios lui répond en latin, mais c'est bien sûr, ce n'est pas le cas en réalité. Sic tene, reste assis. Parce que c'est Xénophon qui raconte ça aussi. Il lui dit, mais enfin, ce que tu fais, Parasios, c'est de dire l'invisible, et Rembrandt est celui qui dit l'invisible, qui raconte les paysages secrets de l'âme. Et alors, dans ce tableau où le philosophe est en contemplation, en méditation, il y a des puits d'ombre, des mystères de lumière, avec des noirs profonds, et un escalier au centre de la composition qui se glisse entre des ors métaphysiques et des nuits inquiétantes. Et cet escalier se creuse la ténèbre, j'emploie, si vous le permettez, le mot ténèbre au singulier, vers quelques lieux demeurés dissimulés. C'est sans doute bien sûr que marche après marche, depuis le monde sensible, on va vers l'inconnu, vers celui, le monde des idées. Et puis, comme dans un songe opiacé, la pièce elle-même est prête à se déformer, à s'enrouler sur elle-même et subir une rotation en hélice. Et voici des vertiges. Un point central, un objet rond, un œil sans pupille, aveugle. Et puis une porte fermée, une cave improbable. Et à gauche, sous la fenêtre, éclairée par les feux d'une lumière intense, dorée et mystique, le sage rêve. Est-ce Platon? Cela pourrait être. Mais Platon n'est pas quelqu'un qui contemple. Certes, les idées. Certes, il est poète. Certes, il est pythagoricien. Mais avant tout, et c'est l'objet de mon intervention donc finalement, la philosophie conduit Platon à l'action. Le contraire aurait été étonnant. C'est la mort de Socrate et son choix tragique, choix politique, qui le conduit à la guerre absolue contre ce qu'il déteste le plus au monde, c'est-à-dire la démocratie qu'il a condamnée dans la caverne.
La démocratie donne la parole à des gens qui ne sont pas des êtres politiques. Et regardez, aujourd'hui, il y a des tas de gens qui votent, qui ont voté pour Macron, par exemple. L'action, théoria et praxis. Voilà le lien dont je parlais tout à l'heure à propos d'Alexandre, à propos de Napoléon. Le but du jeu chez Platon, c'est la politique. C'est d'ailleurs le but de tout grec qui se respecte. Il est le maître de la praxis. Et surtout, pour ce faire, il combat les sophistes. Il les combat avec la plus grande des énergies. Eux qui sont les pervertisseurs, les corrupteurs de la cité, ses ennemis, il les hait avec une obstination pleine de passion et comme avec une suite enragée, d'une manière telle qu'on imaginerait en étant audacieux qu'en les affrontant, il se combat lui-même. Et alors voici trois des grands que vous connaissez évidemment. Protagoras d'Abdère, le maître des antilogies. Thrasymachie, c'est mon préféré, au regard de loup. Vous savez, dans le livre 1 de la République, que fait Socrate pour affronter Thrasymachie au regard de loup? Il le regarde avant que Thrasymachie ne le fasse à son tour, d'abord. Parce que sinon, on risque d'être pétrifié. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un sophiste. Et Gorgias, le redoutable auteur du traité du non-être. Mais ces gens-là ne sont-ils pas secrètement une part de Platon? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il y a un autre sophiste, Calliclès, qui est imaginé par Platon. Mais je vous ai parlé tout à l'heure d'un art d'écrire oublié, l'énigmatique Calliclès. Mais qui est-il, ce Calliclès? Pour certains, c'est Critias. Pour d'autres, et pendant longtemps, j'ai cru que c'était cela, c'est le chasseur pourpre, celui qui a reçu de Socrate le secret absolu qu'Aristote va donner ensuite à Alexandre, ce qui permet Gaugamel, parce que comment voulez-vous qu'avec 40 000 hommes, vous puissiez battre une armée perse de 1 million d'hommes dans la plaine de Gaugamélès, quelle que soit la puissance de la phalange macédonienne. Seul le secret qu'Aristote a donné à Alexandre et le secret que Socrate a donné à celui que j'appelle le chasseur pourpre, c'est-à-dire Alcibiade. Le secret, c'est bien sûr que l'Iliade est un traité de tactique. Comment voulez-vous expliquer la charge de la cavalerie lourde d'Alexandre à Gaugamélès vers la droite pour frapper, après avoir poussé l'aile gauche perse, de se porter sur le flanc d'Alexandre, qui change de direction brutalement et frappe le centre, selon les principes de l'Iliade, révélés par Socrate, révélés par Aristote. Calliclès serait peut-être Alcibiade. De la même manière qu'on peut imaginer que Thucydide, et c'est Luciano Canfora, j'avais eu avec lui une longue conversation à ce sujet, comme j'aimais Canfora, supposant que Thucydide était à Athènes et avait rencontré secrètement dans une île, au cœur de la mer Égée, le plus grand stratège de tous les temps, avant Alexandre. Alcibiade, celui qui est le meilleur
élève de Socrate. J'ai un chapitre entier que je consacre à Alcibiade comme étant le meilleur élève de Socrate. Et j'ai eu... oui. Vous savez, Jacqueline de Romilly, et je suis très ému à en parler, m'écrivait régulièrement, enfin du moins 3 lettres, à propos des petits bouquins que j'avais sortis. Et moi, tétanisé, frappé de terreur, je ne répondais pas. Je trouvais incroyable qu'elle m'eût écrit des choses comme ça. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, comme dans un rêve, j'ai décroché mon téléphone, je l'ai appelé. On est resté 3/4 d'heure au téléphone. Et à un moment donné, on parle d'Alcibiade et de son interprétation d'Alcibiade, le fossoyeur d'Athènes. Et je lui dis, Madame, avez-vous remarqué que Thucydide dit que Alcibiade, c'est sa seule erreur, dit Thucydide, ne pouvait pas imaginer que Sparte puisse frapper immédiatement lorsque les flottes de guerre d'Athènes étaient au large de la Sicile. Parce que vous le savez très bien, les Spartiates, rêvant l'immobilité, c'est pour ça d'ailleurs que Platon était fasciné par Sparte, les Spartiates rêvant l'immobilité, hésitaient, eux qui étaient la plus, même les Japonais rêvaient, les Thermopyles, les Spartiates ont mis tout leur génie dans la guerre, mais refusaient ou hésitaient à entrer en guerre car ils avaient peur qu'une victoire, ils n'imaginaient même pas une défaite, puisse faire évoluer la constitution de Lycurgue. Donc, comment voulez-vous qu'Alcibiade puisse imaginer que Sparte, pour la première fois dans leur existence militaire et politique, puisse réagir immédiatement? Et j'ai dit, Madame de Romilly, mais tout simplement parce que c'est Alcibiade qui a dit à l'Assemblée de Sparte le secret de la tentative de détruire l'Occident. Parce que le but d'Alcibiade, c'était de conquérir par la mer la terre et de frapper en Libye, à Carthage et à Rome, pour pouvoir ensuite, frapper Rome, pardon, pour ensuite pouvoir détruire Sparte définitivement. Donc, Madame de Romilly, comme dans une tragédie grecque, le seul adversaire d'Alcibiade possible, c'est lui-même. Et alors là, je suis un peu ému, je tiens à vous le dire, elle m'a dit, Battistini, vous êtes venu trop tard. Et elle avait accepté de me faire une préface. Et je lui ai envoyé, parce qu'elle ne pouvait plus lire, m'a-t-elle dit. Et comme Borges, elle devait écouter la gravitation silencieuse des livres dans sa bibliothèque. Et elle m'a demandé de lui envoyer mon 3e petit Thucydide que j'ai enregistré sur une petite cassette. Son secrétaire m'a répondu, et quelque temps après, j'ai appris qu'elle n'était plus. Et c'est quelque chose que je suis heureux de vous raconter, parce que j'ai toujours été persuadé qu'Alcibiade était tout sauf le fossoyeur d'Athènes. Et elle m'a donné raison. C'est assez étrange comme aventure. Pas pourquoi je vous en parle, mais parce que puisque je parle là de Calliclès, qui pourrait être tout simplement Alcibiade. Mais alors, mon autre hypothèse, c'est que tout simplement Calliclès dissimule Platon. Et je crois que c'est la meilleure. Puisque Calliclès est ce que Platon aurait pu être. Je ne sais plus, quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure, quand on était au café, aurait pu être sans la rencontre avec Socrate.
ou ce qu'il est toujours resté secrètement, malgré la rencontre avec Socrate, c'est-à-dire le plus puissant, le plus radical penseur antidémocratique que le monde ait jamais connu. Voilà. Ça fait à peu près 1 heure que je vous parle. Je peux donc vous dire, oui, Platon pourrait être aussi le plus grand des poètes. Vous savez, il y a des gens qui vous disent, oh là là, Platon. Mais lisez Platon. Vous allez voir, c'est lumineux. C'est de la pure poésie. C'est le plus grand des poètes. Moi, vous savez, j'ai fait à la fin de mon petit bouquin un hommage à mes 3 professeurs qui nous ont rendus heureux, comme jamais on a été heureux. Monsieur Peretti, qui entrait en cours avec son cartable, qu'il n'a jamais ouvert. Jamais. On n'a jamais su ce qu'il y avait dans ce cartable. Et ce cartable, nous le regardions avec une certaine inquiétude. Et puis, et ça, c'est pas ce qui nous a appris de mieux, parce que je regrette bien d'avoir fait cela pendant des années, mais il avait un paquet de Craven A qu'il fumait dans les 2 heures de philosophie qu'il nous donnait. Ce qui m'a fait comprendre ce qu'étaient les nuées de Socrate. Et il avait un art particulier pour éteindre ces Craven A. Il l'explosait sur le sol, pof, et la cigarette était éteinte. Et nous, misérables disciples, nous essayons de faire pareil avec des Lucky Strike ou des Camel, et là, jamais la cigarette ne s'éteignait. Elle se tordait et elle continuait à fumer. Et on a compris qu'on n'était pas des philosophes. Et, comment dirais-je, j'avais ces 3 professeurs, on les appelait les 3. Pastorel, qui avait une moustache et qui nous faisait de l'histoire. Peretti, le philosophe que je vous ai dit, qui était absent un seul jour par an, on le savait, c'était le 21 janvier. Il était en deuil. Et mon père, qui nous enseignait le grec et le latin, on avait une chouette, notre bailli, et on regardait les misérables qui étaient en moderne avec un regard que vous imaginez. Bref, qui est Platon, maître de la métapolitique, un nexialiste, grâce à Anne que j'ai eu cette idée. Vous savez, j'avais lu La faune de l'espace de Van Vogt et Le monde des non-a de Van Vogt, le monde des non-aristotéliciens. Et c'était l'objet de ma petite conférence l'autre jour sur le tertium datur et le tertium non datur. C'est-à-dire la dialectique qui refuse la synthèse, n'est-ce pas? Le tiers exclu et le tiers non exclu, Aristote et non Aristote. Et je pense que dans ce roman que vous avez peut-être lu, je vous le recommande, La faune de l'espace, où il y a toute une série dans un vaisseau immense, des physiciens, des historiens, des archéologues, des chimistes qui ont des bureaux qui n'en finissent plus, etc. Puis il y a un nexialiste, N-E-X. Il y a L-I-S-T-E, de nexus, qui signifie enchaînement, entrelacement, lien, nœud, étreinte. Quelqu'un qui est capable de faire le lien entre toutes les disciplines. Il a un bureau tout petit. Et c'est lui qui va réussir parce qu'il est capable de faire le lien entre toutes les disciplines, à lutter contre les abominables individus qui sortent de l'espace et qui vont envahir le vaisseau. Platon est, je voulais terminer là-dessus, un nexialiste. Parce qu'il fait le lien entre la poésie, la philosophie, la littérature, les sophistes, la guerre, etc., etc. Et donc, je termine avec avec la phrase de Nietzsche que j'ai dite au début. Il s'agit donc de s'intéresser non à l'actualité, mais à l'extrême contemporain, en étant inactuel, en manière de contre-récit, pour exercer une influence inactuelle, c'est-à-dire agir contre le temps, donc sur le temps, et espérons-le au bénéfice d'un temps à venir. Parce que je vous propose avec Platon de lire un présent en acte, de comprendre
d'anticiper, d'agir. Et je vous donne une phrase de quelqu'un que je ne déteste pas. À y regarder de l'extérieur, l'amplitude des convulsions de la société occidentale approche du point au-delà duquel cette société devient métastable et doit se décomposer. Solzhenitsyn. Mais dans le vertige du présent, selon Hegel, les souvenirs et les paradigmes du passé ne sont que de vains fantômes. Je vous remercie. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.